Mais tout d'abord, l'émotion et le recueillement à Rosny-sous-Bois alors qu'un 7e corps a été retrouvé ce matin. Une cérémonie s'est déroulée dans la chapelle ardente, installée dans le gymnase de la ville. On va retrouver sur place Natacha Rios. Natacha, l'hommage rendu aux victimes vient de s'achever et des membres du gouvernement y ont assisté aux côtés des élus locaux. Exactement, et pendant près de 5 heures, ce gymnase derrière moi a été transformé en chapelle ardente. À l'intérieur, 7 cercueils, les 7 corps de ceux qui ont perdu la vie dans l'effondrement de cet immeuble. Et tout a commencé ce matin avec une cérémonie œcuménique, un mot d'un prêtre qui avait à ses côtés un rabbin et un imam. Et puis, en présence des familles des victimes, 25 chaises seulement, le cercle restreint, les proches de ces victimes, ainsi que des officiels. 2 ministres étaient présents ce matin, Sylvia Pinel, ministre du Logement, et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui effectuait là sa 3e visite à Rosny-sous-Bois et qui est donc revenu ce matin pour témoigner son soutien aux familles des victimes. Écoutez Bernard Cazeneuve. Nous sommes ici ce matin surtout pour dire notre immense compassion et notre immense tristesse à toutes ces familles qui sont brisées, qui sont terrassées par le deuil et qui rencontrent ce matin une immense souffrance. La peine est incommensurable et il faut que dans ces circonstances, nous puissions être capables de dire ensemble autour de ceux qui souffrent. C'est la raison pour laquelle il y avait dans cette cérémonie des parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, les élus de Rosny, des bénévoles qui se sont mobilisés, des représentants du gouvernement. En plus des familles, dans cette chapelle ardente, on a vu défiler des anonymes, des habitants du quartier, des amis. Tout le monde était évidemment très choqué. On a vu également beaucoup d'amis des 2 frères, Yann et Lucas, 14 et 18 ans. Notamment des fleurs ont été amenées par la professeure de gymnastique de Yann qui avait 14 ans. Merci beaucoup Natacha Rios avec Elsa Giroux. Alors les pompiers recherchent encore un disparu dans les ruines de l'immeuble de 4 étages qui s'est effondré, sans grand espoir de le retrouver vivant. L'explosion a fait 7 morts et 11 blessés, dont 4 dans un état grave. Elle a sans doute été causée par une fuite de gaz, mais l'enquête s'annonce longue et difficile. Benjamin Dubois, Maxime Cogny avec Tanguy Delanlay. Un nouveau corps vient d'être retrouvé au milieu des décombres. Celui d'une femme octogénaire qui habitait au 1er étage de l'immeuble. Les 70 pompiers mobilisés recherchent encore un homme d'une 50aine d'années, sans grand espoir de le retrouver vivant. Pour enlever les tonnes de gravats, des tractopelles prennent désormais le relais, car le déblaiement est dangereux. On avait laissé en place tous les gravats qui étaient au pied de l'immeuble pour soutenir l'immeuble, mais là, comme on ne retrouve pas pour l'instant la 8e victime, on va devoir chercher sous ces décombres-là. Et donc c'est pour ça qu'on engage à l'heure actuelle une nouvelle phase de déblaiement, déblayer l'ensemble des gravats qui se trouvent au pied de l'immeuble. Concernant l'enquête, la piste d'une fuite de gaz est privilégiée. Selon une source officielle, elle pourrait avoir eu lieu en bas du bâtiment. Certains habitants évoquent également des travaux réalisés récemment par ERDF sur les lieux du drame. Des enquêteurs de la police judiciaire tentent de recueillir le moindre indice. Dans la Creuse, les parents qui ont reconnu avoir tué leur bébé de 4 mois vont être mis en examen et écroués aujourd'hui. Ils ont reconnu des violences et le meurtre du petit garçon. On va retrouver Annie Bazar à Limoges. Alors, Annie, ce qu'on sait, c'est que le couple a quitté la gendarmerie de Guéret. Exactement, ils ont quitté la gendarmerie de Guéret en début d'après-midi car ils avaient rendez-vous ici au tribunal de grande instance de Limoges à 14h. Ils sont donc dans les locaux du tribunal. Leurs avocats sont également présents et dans quelques instants, d'une minute à l'autre, ils devraient être déférés devant le juge d'instruction qui va leur statuer de leur mise en examen. Et ce n'est qu'après qu'ils seront entendus par le juge des libertés et détention. C'est lui qui va donc statuer sur leur détention provisoire ou sur leur mise sous contrôle judiciaire. Alors on l'explique un petit peu dans cette situation. Eh bien on rappelle qu'il y a de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire car même s'ils ont avoué qu'ils étaient impliqués dans la mort de leur jeune fille, on ne sait pas encore leur rôle respectif sur la mort du petit Lohan. On sait que le père a effectivement avoué avoir blessé son enfant car il pleurait trop, mais le rôle de la mère serait sous-estimé, bien plus important qu'elle ne laisse l'entendre. C'est ce qu'a expliqué notamment le procureur de la République. On essaye également de savoir quand est décédé le petit Lohan. Il semblerait que ce soit bien avant mercredi, date à laquelle a été déclaré son enlèvement.
Merci beaucoup Annie Bazar avec Audrey Allos à Limoges pour BFM TV. Et puis les parents du jeune Ashia King sont devant la justice espagnole. Leur audition est prolongée de 72 heures car ils ont refusé d'être extradés. Ils avaient retiré leur enfant de l'hôpital britannique où il était soigné pour une tumeur cancéreuse contre l'avis des médecins. Le couple a été arrêté dans le sud de l'Espagne après 2 jours de course contre la montre car la vie du petit garçon était en danger. Ils assurent avoir voulu lui trouver un traitement indisponible en Grande-Bretagne. La fin des vacances pour les profs. Ils sont 839 000 à avoir repris le chemin des classes ce matin avant les 12 millions d'élèves. Demain, cette année, toutes les écoles publiques devront appliquer la réforme des rythmes scolaires sans exception. C'est la nouveauté. On va retrouver Jean-Wilfried Forquès à Blagnac, près de Toulouse. Alors tout d'abord, Jean-Wilfried, pas trop difficile donc cette rentrée pour les profs après 2 mois de vacances ? Écoutez, ils ont repris ce matin, ils étaient une bonne quinzaine ici autour de leur directeur. Ils ont fait évidemment le point sur leur emploi du temps, sur leur planning. Ils ont parlé des programmes qu'ils vont enseigner durant cette année, de la moyenne section, de la petite section de maternelle, moyenne section, grande section, jusqu'au CM2, puisqu'il y a une école maternelle derrière moi, mais il y a également une école élémentaire. Donc ils ont fait le point sur tout cela et évidemment, ils ont parlé de ces fameux rythmes scolaires. Ils ont fait le bilan d'une première année de rythme scolaire plutôt positif selon ces enseignants que nous avons vus ce matin, qui cela dit n'étaient pas vraiment très bavards. Ils attendent donc l'an 2 des rythmes scolaires avec une relative sérénité et surtout beaucoup de confiance. Alors concrètement, dans cette école, cette réforme au quotidien, comment ça se passe pour les élèves et les enseignants ? Alors ici, dans ce groupe scolaire, il y a 293 élèves. Ils ont cours tous les matins de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils ont cours l'après-midi, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi jusqu'à 16h15. Ils n'ont pas cours le mercredi après-midi. 17 animateurs s'occupent de ces animations périscolaires, comme on les appelle. Alors il y a ici du sport, il y a du dessin, il y a des travaux pratiques, du travail manuel. Et il y a même également une initiation au cirque. Les animateurs sont là le matin à 8h avant l'entrée en classe. Ils sont là également de 11h30 à 14h. Le temps de la mi-journée a été rallongé d'une demi-heure et puis ils sont là pour prendre le relais des instituteurs, des professeurs, des enseignants, donc le soir à 16h15. À Blagnac, on a donc expérimenté les nouveaux rythmes scolaires. Je vous propose d'écouter quelques réactions des premiers concernés. Elles sont recueillies par Mathieu Houillère. Le rythme a été un petit peu réaménagé à la maison pour qu'elle soit pas trop fatiguée du fait de cette matinée de classe en plus. Voilà, donc elle se couche un peu plus tôt, elle fait une sieste le mercredi après-midi avant de reprendre ses propres activités extrascolaires. Voilà, donc après l'impact, on l'a vu en début d'année, puis le rythme s'est adapté en fonction et ça s'est plutôt bien passé. On a donc un volant d'agents qui sont performants, que nous connaissons, qui étaient mobilisables. Il a fallu quand même leur demander des horaires plus importants. Je pense que l'année dernière, ce sont quelques 14 000 heures qu'il a fallu consacrer. Alors le maire de Blagnac me disait ce matin que tout cela évidemment a un coût financier pour la commune de l'ordre de 250 000 € supplémentaires. L'État prend en charge 40% de cette somme. Jean-Wilfried Forquès en direct de Blagnac pour BFM TV. À l'étranger maintenant, un tabou est tombé en Allemagne. Et oui, Gilles, puisque Berlin va envoyer des armes en Irak pour équiper les 4000 combattants kurdes qui luttent contre les djihadistes de l'État islamique. C'est officiellement la première fois que l'Allemagne livre des armes dans une zone de conflit depuis 1945. On va retrouver notre correspondant à Berlin, Adrien Godet. Alors Adrien, on sait que la population est plutôt hostile à ce genre d'initiative. Le sujet suscite de vifs débats. Comment est-ce qu'Angela Merkel a justifié sa décision ? Vous avez raison, selon les derniers sondages, seulement un tiers des Allemands est favorable à l'envoi d'armes allemandes en Irak. Mais Angela Merkel l'a répété ces derniers jours, il s'agit en Irak d'éviter un ou plusieurs génocides. Alors, elle l'avoue elle-même, c'est une démarche remarquable pour l'Allemagne, mais la situation est elle aussi exceptionnelle en Irak. C'est ce qu'elle a répété cet après-midi devant les députés allemands, largement acquis à sa cause, il faut bien dire. Et puis, cette démarche d'Angela Merkel s'inscrit dans la continuité de son discours de politique étrangère prononcé
en 2011. L'envoi d'armes à des pays tiers fait partie de la politique étrangère. Elle permet de peser sur la scène internationale sans être directement présent sur les lieux. Une doctrine qui plaît beaucoup au président allemand Joachim Gauck, qui expliquait il y a quelques mois encore que les conséquences de l'inaction seraient certainement plus désastreuses que celles de l'action. Merci beaucoup Adrien Godet, notre correspondant à Berlin. En Ukraine, l'armée a abandonné l'aéroport de Louhansk. Des troupes russes seraient intervenues aux côtés des séparatistes. Des soldats russes seraient aussi présents à Donetsk. Mais dans ce bastion des insurgés, le sujet est sensible. Comme le montre ce reportage de Sandra Boulanger et Olivier Saint-Paul. Carcasses de voitures, bâtiments détruits, Donetsk porte les marques des récents bombardements. Dans les rues, les habitants témoignent de combats plus intenses ces derniers jours. Mais aucun n'a aperçu de soldats russes. Non, je ne crois pas qu'il y en ait un. Votre question est une provocation. Ce serait de l'ingérence alors qu'il s'agit d'un problème purement ukrainien. Personnellement, je n'en ai pas vu à Donetsk. Je ne sais pas pour les autres, mais moi non. Dans cette ville tenue par les pro-russes, le sujet est sensible. Ce n'est que visage caché que certains critiquent l'interventionnisme de leurs puissants voisins. Que les Russes s'occupent de leurs affaires. Ils ont déjà assez de problèmes chez eux. Si la situation s'est autant aggravée ici, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer de l'aide aux séparatistes. Soldat russe ou pas, Roman lui s'en moque. Ce qu'il veut, c'est la paix, pour que son fils de 4 ans ait un avenir. Je suis né ici, je venais souvent dans ce musée quand j'étais petit. Alors ça me rend profondément triste de voir que mon fils n'aura pas cette chance, qu'il ne pourra jamais le visiter. Roman reste avec son fils à Donetsk car il n'a nulle part où aller, mais de nombreuses personnes ont fui la ville. 1,5 million d'habitants vivaient ici avant le début du conflit. Il ne serait plus que la moitié. Allez, vous restez avec nous sur BFM TV. On reparle bien sûr de cette rentrée scolaire. Les profs ont ouvert le bal aujourd'hui. Les élèves les suivront demain. Et nous suivrons une famille dont les 2 enfants se préparent à reprendre l'école. Vous allez voir que l'heure est aux bonnes résolutions. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Nouveau Vivelle insubmersible. Le premier gel qui résiste aux ambiances les plus torrides. Hyper